Début de semaine oblige dans ce 18-20, parole à la politique et ce soir dans Politique Première, nous recevons Olivier Servat, vice-président du Conseil régional en charge des affaires économiques. Il est interrogé comme chaque lundi par Olivier Lancien et Claude Danicor. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous, merci de nous avoir choisi et continuer à nous être fidèles. Vous êtes dans Politique Première qui reçoit ce soir, ce lundi, vous l'avez dit, Olivier Servat, troisième vice-président du Conseil régional, Conseil municipal de l'opposition Zabim et président du mouvement politique Éco-Zabim, avec qui nous reviendrons sur les régionales. Il nous dira s'il compte se présenter aux législatives. Nous évoquerons également avec lui la question de son appartenance politique et puis il sera aussi question de son analyse sur la gestion des affaires aux Zabim. Olivier Servat, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Danicor, bonsoir M. Lancien, bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe Première Radio. Tout d'abord, le nouveau remaniement au sein du gouvernement Valls fait la part belle, je dirais, à l'outre-mer, même si l'orientique Christiane Taubira fait ses valises. Il y a le maintien de Georges Poulangevin et l'arrivée d'Elon Geoffroy. Nous ne sommes pas uniquement efficaces au sport. Nos compétences peuvent être reconnues également au plus haut niveau politique. Oui, c'est une bonne nouvelle pour la représentativité domienne au niveau du plus haut des plus hautes sphères de l'État. C'est encourageant pour la suite. On a eu le passage de Victorin Lurel au gouvernement socialiste et le maintien, on a dit maintenant, les deux autres enfants du pays. Cela peut-il quelque part nous être profitable, selon vous? Nécessairement, ne serait-ce que dans la représentativité, dans l'image et puis dans les habitudes. Il est important de s'accoutumer à avoir, je dirais, une France colorée, une France plurielle, une France, je dirais, arc-en-ciel, pour que chacun puisse se sentir à sa place, ne pas se sentir exclu, puisque la France est un pays terre d'accueil et de cosmopolite. Ce gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande, vous êtes prêt à travailler avec les deux exécutifs? Ah bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui à la région en responsabilité avec le président Chalus et il s'agit de travailler à bonne intelligence avec l'État parce que dans plusieurs domaines, il y a des co-compétences, une coordination des compétences dans le domaine des énergies renouvelables, de l'économie, de l'emploi, de la sécurité. Donc nécessairement, et le président Chalus a d'excellentes relations avec le Premier ministre Valls. Et sur quel dossier allez-vous insister au niveau de la collectivité? On sait que les dotations de l'État sont en baisse. Est-ce que vous allez insister sur ces transferts de budget? Oui, nous sommes conscients que chaque collectivité doit participer à l'effort de rationalisation budgétaire, mais enfin, le président Chalus a rencontré Manuel Valls et même le président de la République pour le solliciter sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, on constate que ici en Guadeloupe, on est 10 fois plus violent que la zone la plus violente de France, qui est la région de Marseille. C'est effrayant, personne n'en parle. Il s'agit aussi de s'intéresser à l'apprentissage. Le président Chalus souhaite aller beaucoup plus loin dans ce qui se fait aujourd'hui en apprentissage parce que quand on voit l'Allemagne, on constate que c'est par ce biais-là, par le biais de l'apprentissage, qu'on peut développer les compétences et faciliter l'employabilité des personnes. On s'est intéressé aussi au jeu de la francophonie où il s'agissait de reconsidérer cette candidature parce qu'il ne faut pas s'engager sans résonance budgétaire sur cet aspect-là. Vous avez parlé de relations, voire de la proximité du président de la région avec le Premier ministre. Et vous, quelles sont, je dirais, votre relation aujourd'hui avec le parti? On le sait, vous avez été socialiste. Qu'en est-il aujourd'hui de votre appartenance? Êtes-vous, je dirais, un électron libre? Vous sentez toujours socialiste, proche du GISM ou peut-être un peu proche de la droite? Qu'en est-il aujourd'hui, vous, Servat Olivier, de votre appartenance politique? Olivier Servat est socialiste. Ce n'est pas parce qu'il a été exclu de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste qu'il n'est plus socialiste dans l'âme et de conviction. Donc je suis socialiste, je le resterai. Il n'y a pas de doute dessus. Ça fait partie, je dirais, de mon héritage culturel, familial, même social. Ensuite, les vicissitudes partisanes ne sont, je dirais, que des états politiques qui n'ont pas d'importance significative. En décembre dernier, les Guadeloupéens ont voté pour un changement de gouvernance. Vous faites partie de l'actuelle équipe dirigeante. 2 mois après votre installation, vous êtes encore dans la prise de marque. Qu'en est-il? L'urgence exige
peut-être un impératif, non? Alors il s'agit effectivement de constater qu'il y a un certain nombre de zones sombres qui doivent être réglées. Tout d'abord, l'aspect budgétaire. Nous constatons, quand nous arrivons en décembre, qu'il y a des problèmes de trésorerie. Donc on a dû solliciter des banques pour régler cela. Et puis pire, on constate qu'il y a beaucoup d'engagements issus de communications, j'allais dire, intempestives, presque, des engagements forts. Aujourd'hui, figurez-vous, messieurs, c'est un chiffre qui n'est pas encore affiné parce que nous avons lancé un audit, les conclusions seront disponibles fin mai, courant juin, mais grosso modo, il faudrait arbitrer là, dans des choix budgétaires à peu près entre 200 et 250 millions d'euros, des éléments qui ont été engagés alors que le budget en face n'est pas financé. Donc il s'agit d'être responsable et d'avoir une politique raisonnable d'investissement financé. Il y avait une autre urgence, c'est l'octroi de mer. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais enfin, voilà une situation qui avait été traitée avec légèreté et désinvolture par l'ancienne équipe, qui avait conduit à ce qu'elle avait augmenté de façon inconsidérée les taux sur les produits importés, ce qui conduisait à renchérir le coût de la vie, y compris pour le bouclier prix. On a dû reprendre cela quasiment à zéro et entamer un processus simple de concertation avec les partenaires sociaux, les institutions telles que l'INPI, les producteurs, mais aussi les représentants des patrons, MEDEF, CGPME, FTPE. Et puis, on a dû aussi gérer la question de la Coupe Davis. On nous a annoncé 1,5 million. En réalité, c'était 4,5 millions. On a réduit les coûts à 3,2 millions et on a dû s'entendre avec l'État pour que le coût réellement annoncé, 1,5 million, le soit finalement. Donc, il y a des urgences. En fait, vous nous expliquez maintenant que ces éléments-là ont des arguments qui expliquent, je dirais, presque le tâtonnement. Il ne s'agit pas de tâtonnement, il s'agit de prudence. Nous gérons avec la loi NOTRe beaucoup plus de responsabilités auparavant pour la région et on ne peut pas se permettre de faire des coups de com', des coups d'annonce non financés. Le président Chalus et son équipe, nous sommes des gens responsables et sérieux. Nous sommes des personnes qui voulons faire ce que nous avons dit que nous allons faire, mais en n'engageant pas de façon inconsidérée l'argent public de nos concitoyens. Donc on agit avec prudence, avec concertation, avec échange, et c'est la méthode Chalus. Quand vous parlez de 250 millions d'euros d'arbitrage, vous faites sans doute allusion au C2DT principalement. Ça va se faire, ça ne va pas se faire, les édiles sont un peu inquiets. Eh bien, figurez-vous, monsieur Lancé, que je n'ai même pas inclus les C2DT dans les 250 millions d'arbitrage. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les C2DT ont été conclus de façon un peu hâtive en 2015 avec chacune des mairies. Et savez-vous, par exemple, que si on s'engage à faire un gymnase avec une mairie, mais que la compétence sportive a été transférée à une communauté d'agglomération. Ce n'est pas avec la mairie qu'il fallait contractualiser, mais avec la communauté d'agglomération. J'imagine que politiquement, c'était mieux d'aller signer avec le renfort médiatique, avec la collectivité communale. Mais en réalité, le CD2T, juridiquement, n'est pas ficelé. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les services juridiques et financiers de la région qui disent qu'ils n'ont jamais été consultés pour la validité financière ou juridique du CD2T. Donc les 100 millions d'euros du CD2T et les 125 millions d'euros d'emprunt qui avaient été annoncés pour financer le CD2T, figurez-vous qu'ils sont déjà consommés à hauteur de 100 millions, de 115 millions aujourd'hui. Ça veut dire que l'argent qui avait été annoncé en communication pour le CD2T, il n'est pas du tout disponible. Il y a 0 € aujourd'hui disponible pour les CD2T. Donc, il s'agira là aussi, parce qu'il y a la continuité des services publics, les communes ont des besoins, il s'agira de voir avec elles, de façon juridiquement stabilisée et financièrement équilibrée, comment on pourra mettre en œuvre ces contrats d'objectifs, peut-être par le biais des communautés d'agglomération notamment. Ils seront revus à la baisse, ils seront maintenus tels quels ou n'en savez rien pour le moment? Nous savons qu'il y aura des arbitrages à faire. C'est un tableau bien sombre que vous dressez à l'aube de votre prise de pouvoir. Comment vous allez régler tout ça? Eh bien, tout d'abord, avec le sérieux de se dire que l'on peut étaler les investissements. Ce qui avait été prévu d'être fait en 1 an, peut-être faudra-t-il le faire en 2. Ensuite, il s'agira de
d'aller chercher des ressources financières complémentaires, supplémentaires, notamment en mobilisant totalement les fonds européens. Ce n'était pas forcément le cas aujourd'hui, et il s'agira de dire la vérité aux Guadeloupéens. Le Guadeloupéen et les Guadeloupéennes, ils comprennent, donc on leur dit la vérité. La vérité, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'avec tous les engagements qui ont été pris, il n'y a pas assez d'argent, donc il faudra choisir, arbitrer en bonne intelligence. Est-ce que, Olivier Servat, vous vous sentez bien, jusqu'à maintenant, à l'aise dans cette majorité? Avez-vous réussi à prendre la place que vous méritiez? Ah oui, je suis tout à fait content de travailler sous la présidence de l'exécutif Chalus. Pourquoi? Je l'ai toujours dit, j'ai été sûrement l'un des premiers à le dire haut et fort, c'est un homme pragmatique, c'est un homme qui a des résultats, c'est un homme juste, c'est un Guadeloupéen, c'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme aujourd'hui qui a su rassembler autour de lui des énergies différentes et donc nécessairement complémentaires. Et je vois franchement une équipe dynamique, compétente, un peu rajeunie aussi, mais aussi avec des personnes d'expérience et des hommes et des femmes qui aujourd'hui veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes parce que nous sommes conscients que nous avons suscité un gros espoir en décembre et qu'on ne veut pas décevoir la population guadeloupéenne, on veut vraiment la rendre plus heureuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour être franc, Olivier Servat, je pose cette question, elle n'est pas dénuée d'arrière-pensée, puisque c'est vrai, lors des vœux du président Chalus à la presse, vous y étiez, vous n'étiez pas à la table d'honneur et là, les rumeurs ont commencé à enfler. Donc, c'était pas lié à un malaise quelconque. Ah ben, vous savez, M. Danica, il ne faut vraiment pas avoir des malaises là où il n'y en a pas. Vous savez, le président Chalus n'a pas de protocole. Il a dit que l'on peut s'asseoir où l'on veut. Donc il n'y avait pas de table d'honneur. En fait, il n'y avait pas de table d'honneur et j'étais assis, je crois. S'il y avait une table, il y avait en tout cas le président, son premier président, Mme Panchard et Macky Céline. Vous n'étiez pas, bon, oui. Maintenant, vous donnez l'explication, oui. Oui, je veux le croire. Mais il y avait, non, mais vraiment, c'est un non-événement puisque on s'est assis là où on voulait. Et là, on était à l'aise, ouais. Et je me suis assis à côté parmi les journalistes, à côté de membres, je ne sais plus. Et puis d'ailleurs, je devais partir un petit peu avant. Vous avez remarqué ça, donc je ne voulais pas un peu gêner le protocole officiel. Mais franchement, il n'y avait pas de place. C'est aucun signe de quelconque malaise, donc ça, c'est... Non. Aucun. C'est dit, c'est dit. Vous êtes d'une majorité, d'une liste diverse, plurielle, comme Lionel Jospin le disait. Je suppose qu'il faut faire des concessions. Vous n'avez peut-être pas la même vision sur certains dossiers. Il faut faire des concessions. Comment ça se met en branle tout ça? Eh bien, ça se met en branle par le prisme du pragmatisme, en réalité. Dès qu'il s'agit d'affaires guadeloupéennes, il n'y a pas vraiment de divergence entre quelqu'un qui a une sensibilité de gauche, comme moi, et quelqu'un qui a une sensibilité de droite, comme Marius Panchard, puisque sur des dossiers économiques, sur des dossiers sociaux, environnementaux, sur des dossiers sportifs, grosso modo, on mettra d'abord l'intérêt guadeloupéen en avant. Donc, en l'occurrence, et puis, nous avons chef d'équipe, chef d'exécutif, Harry Chalus, qui s'est écouté et qui s'est aussi tranché, au final, après avoir écouté les différents avis. Et ça se passe franchement avec une bonne intelligence guadeloupéenne. Oui, toujours dans cette même... sur le même, je dirais, dans la suite de la question de l'urgence. Quel est le poids, je dirais, des abîmes au sein de cette majorité? Vous en êtes assez nombreux, je dirais. Il y en a pas mal, au moins trois, comme vice-président. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous travaillons pour la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier cela. On ne va pas avoir des querelles de clochers entre les Abimiens versus peu importe. En l'occurrence, le poids des abîmes est à sa place. Nous avons, sur les 8 vice-présidents, nous en avons quand même 2. Maggie Céline et moi. Nous avons Dominique Théophile, qui occupe une commission importante au sport et à la santé. Et puis c'est vrai que les Abîmes, c'est la plus importante ville, donc c'est elle qui a ramené le plus de voix, je dirais, presque mécaniquement, puisqu'on est la ville la plus importante, et on a le poids que l'on mérite. Est-ce que justement ce pragmatisme, l'intérêt supérieur, je dirais, du pays sera encore mis au premier plan, sera pris en considération quand il s'agira des législatives? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment, cette équipe, et moi en particulier, on est vraiment concentrés sur la mission que nous ont confiée les Guadeloupéens. Cette mission, aujourd'hui, elle est de réussir pour la Guadeloupe. On ne peut pas se permettre d'échouer
aujourd'hui dans la mission qui nous a été confiée. Ça veut dire qu'on doit être concentré. La mission que j'ai, une commission importante, hein, développement économique, octroi de mer, recherche, innovation, il s'agit de réussir. Et pour répondre à votre question, si on réussit pour la Guadeloupe, alors on réussira pour la circonscription, on réussira pour les abîmes. Donc là, aujourd'hui, toute mon énergie est consacrée à bien réussir dans la mission que m'a confiée le peuple et le président Chalus. On le sait, vous serez candidat, même si c'est un second plan pour vous, c'est pas votre priorité, c'est pas l'essentiel, mais c'est dans un peu plus d'un an. Vous serez candidat et Dominique Théophile également, donc ça va se passer comment? Eh bien, vous savez, vous m'annoncez des choses que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Là, nous sommes à plus d'un an de cette élection. On n'est pas dans cette logique-là, franchement. Et vous savez, si d'aventure, On y arrivera fatalement. dans un même groupe, il devait y avoir des velléités politiques démocratiques, et c'est naturel, je pense que l'intelligence de groupe fera que le groupe... Vous lui cédez la place pour les législatives. Vous savez, tout est envisageable. Ouais. Il ne faut pas être fermé à quoi que ce soit. Et non, moi, je ne suis pas Parce aujourd'hui... Parce qu'on le sait, c'est la mairie qui vous intéresse, enfin, c'est votre priorité. Alors là, on parlait encore de plus loin, de 2020. Alors c'est vraiment, là c'est vraiment trop loin. Aujourd'hui, nous avons des problématiques quotidiennes à gérer pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. On ne peut pas se permettre de se disperser sur des préoccupations électoralistes, parce qu'à chaque fois, il y a une élection, et donc si on se laisse distraire par cela, on perd l'essentiel, c'est-à-dire la mission que nous a confiée le peuple. Même si c'est dans 4 ans, même si à vos yeux c'est encore loin, mais ce que vous faites aujourd'hui, vous n'y pensez pas, vous n'avez pas en arrière-plan. Je te dis que bon, il y a aussi les municipales. L'action que vous faites aujourd'hui à la région ne doit avoir aucune résonance, aucune coïncidence concernant les municipales. Ah non, mais je vous l'ai dit, on est concentré sur la Guadeloupe, et quand on réussira en Guadeloupe, si on réussit en Guadeloupe, et comment on réussira en Guadeloupe, on réussira pour la circonscription et pour les abîmes. Vous êtes président de la commission développement économique, octroi de mer et excusez-moi, innovation. Recherche aussi. C'est la période de début du tourisme en Guadeloupe. Les acteurs sont plutôt satisfaits de ce début de campagne touristique, mais il y a 2 ans, le Zika, la sécurité, quelles sont vos pistes et vos solutions? Oui, voilà, effectivement, c'est une préoccupation importante, surtout que la ministre a pu être un peu alarmiste sur cette affaire-là. Nous avons, en coordination avec l'État, avec le conseil départemental et les mairies, communautés d'agglomération, pris un certain nombre de mesures fortes. Et notamment, nous, la région, nous avons décidé, de façon sur ce que nous maîtrisons, de pouvoir mettre les taux d'octroi de mer, justement, c'est d'actualité, à 0 sur l'ensemble des produits répulsifs concernant le Zika, pour abaisser leurs coûts et pour permettre à la population de pouvoir y accéder plus facilement. Nous avons aussi décidé, en coordination avec l'État, de poursuivre les campagnes d'information pour combattre toutes les zones d'eau, de rétention d'eau qui serait le nid de moustiques Aedes aegypti. Et donc nous avons pris notre part de travail en coordination avec l'État et les autres collectivités. Et sur la sécurité? Alors sur la sécurité, là, la sécurité des personnes ou bien pour le Zika? Des personnes. Des personnes, oui c'est ça. Donc vous avez constaté que le président Chalus a sollicité le gouvernement pour avoir beaucoup plus de moyens pour combattre ce dont on parlait tout à l'heure, le fléau des meurtres par 100 en Guadeloupe, qui sont, je le disais, beaucoup trop importants par rapport au département français. On sait que, hexagonaux, on sait que bon, les moyens d'État sont limités, on attend la réponse du gouvernement. L'ancienne majorité, concernant toujours le tourisme, avait une politique de promotion de campagne à l'extérieur assez agressive. Ça porte apparemment ses fruits. Vous allez continuer dans ce sens-là ou opérer une rupture et envisager d'autres pistes? Non, nous ne sommes pas dans la rupture. Nous, on ne veut pas faire des choses pour les faire, on veut faire des choses qui fonctionnent, qui ont fonctionné, qui sont pragmatiques. Donc ça veut dire quoi? S'il y a des choses qui ont fonctionné, on les continuera avec intelligence en les améliorant. Une zone d'amélioration, par exemple. Effectivement, on se dit, il y a beaucoup plus de tourisme qui arrive en Guadeloupe. C'est bien. Mais une bonne part de ces touristes, un tiers, figurez-vous, qu'ils arrivent en Guadeloupe, ils prennent un transport, ils prennent le bateau, ils vont dans la Caraïbe et ensuite ils prennent le transport pour retourner dans l'avion. Ça veut dire qu'ils n'auront pas dépensé grand-chose en Guadeloupe. Il s'agit, par exemple,
d'essayer de négocier avec les bateaux de croisière qu'il reste au moins une nuit en Guadeloupe. Ça permettra aux touristes de découvrir la Guadeloupe, de descendre, de faire les excursions et de découvrir des zones qui méritent d'être découvertes et aménagées. Par exemple, les chutes du Carpé doivent être mieux aménagées. Par exemple, la Soufrière doit être mieux aménagée. Par exemple, les principaux sites touristiques doivent être mieux identifiés. Donc, on va continuer ce qui fonctionne en améliorant ce qui mérite de l'être. Et sur les innovations, quelles sont les pistes rapidement? Oui, alors voilà. Intéressant de savoir pourquoi la recherche et l'innovation a été inclue dans le développement économique, qui est la principale compétence avec la formation professionnelle de la région. C'est un signal fort donné aux universitaires et aux chercheurs, aux laboratoires de recherche. Pourquoi? En leur disant que nous voulons, comme ils le font déjà, avoir une recherche opérationnelle, une recherche appliquée qui aura des incidences concrètes dans le monde de l'économie, de l'entreprise, de la création, et on encouragera l'ensemble des laboratoires qui auront des projets de recherche appliquée. Voilà un signal fort, et il y a un budget important dans le domaine de l'innovation et de la recherche pour cela. C'est un volet important, le développement économique. Au-delà, il y a quand même le grand port chantier important. Votre vision du développement économique, c'est quelques pistes. Alors, dans le programme d'Harry Chalus, il y avait ce nouveau modèle économique. De quoi s'agit-il? Prenons quelques temps pour en parler. La richesse économique guadeloupéenne est créée 50% par les pouvoirs publics, l'État, régions, départements, communes, intercommunalités, et 50% les privés, les entreprises. Concernant le pouvoir public, il s'agit le plus possible, à chaque fois que ce sera possible, de s'assurer que les marchés publics sont obtenus par des entreprises qui ont des intérêts en Guadeloupe. Je m'explique. Si d'aventure je donne, vous savez, l'anciennement d'affaires veut dire j'ai donné 100 millions, j'ai donné 50 millions, mais si je donne 20 millions à une entreprise qui n'est pas sédentarisée en Guadeloupe, qui n'a pas des employés guadeloupéens, qui n'a pas finalement son actionnariat en Guadeloupe, eh bien l'essentiel de l'argent tombe dans un panier percé parce que sera dépensé à l'extérieur de la Guadeloupe. Donc il faut le plus possible encourager les entreprises guadeloupéennes à mieux répondre au marché public, à mieux s'organiser, pourquoi pas à mieux se regrouper pour que la richesse reste entre nous et qu'elle profite aux Guadeloupéens. Ça ne va pas à l'encontre du droit européen? C'est une très bonne question. Il s'agit de faire ça en respectant la législation française et européenne. Par exemple, un exemple qui est permis par la législation européenne, c'est de dire qu'il y a un coût carbone. Quand je fais appel à une entreprise en dehors de la Guadeloupe, elle doit prendre l'avion, il y a du kérosène, il y a un coût carbone, et donc on peut inclure dans les critères d'appréciation technique et de sélection des dossiers le coût carbone ou bien, pourquoi pas, la clause sociale. Donc ça, c'est 50% pour les pouvoirs publics. Et puis, il y a 50% pour les entreprises. Et là, c'est aussi la compétence de la commission que je dois présider. Au-delà, si vous voulez, pardonnez-moi, au-delà de ces contingences, est-ce que nos entreprises peuvent être compétitives face aux grandes entreprises multinationales européennes voilà. Comment on peut rivaliser? Comment est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres clauses et mettre d'autres garde-fous quelque part, je dirais? C'est une très bonne question, M. Danican, parce qu'effectivement, quand on a une multinationale importante qui veut pénétrer le marché guadeloupéen, elle peut se permettre de baisser les prix de façon inconsidérée pour pénétrer le marché et interdire aux entreprises guadeloupéennes de s'exprimer. Eh bien, nous aurons des outils pour encourager les entreprises qui aujourd'hui peuvent avoir les marchés. Donc on aura des outils pour permettre aux entreprises qui aujourd'hui obtiennent des marchés de déjà coopérer avec les entreprises guadeloupéennes, ça peut être le cas dans la sous-traitance. Deuxièmement, on n'est pas obligé de prendre le moins 10 ans, on peut prendre le mieux 10 ans selon des critères que j'ai évoqués à l'instant, notamment le coût carbone. Elle peut être moins chère, mais s'il y a un coût carbone pour l'atmosphère, c'est-à-dire qu'elle vient de l'Hexagone ou d'ailleurs et que donc elle consomme du kérosène dans l'air, ça peut conduire à ce qu'elle ne soit pas retenue. Et puis, c'est un processus long, bien évidemment, ça ne se fera pas de claquement de doigts. Il faudra aussi encourager nos entreprises, nos artisans, à mieux répondre au marché public. On a prévu de faire des séances d'information pour comment bien répondre au marché public, comment être informé des marchés publics, comment aujourd'hui être, je dirais, sélectionnable. Et je disais que donc le deuxième point, c'est le point des entreprises. Il s'agit aujourd'hui de libérer l'obtention de subventions aux entreprises. Et il y a au moins 2 éléments qui doivent être mis en place, 3 éléments qui doivent être mis en place de façon importante. C'est un fonds de préfinancement. Pour résumer, aujourd'hui, on donne à une entreprise 40% de subvention, mais on lui dit, vous devez d'abord dépenser
la somme avant que je vous verse la subvention. Eh bien, il faut inverser la tendance pour amorcer la pompe en lui permettant de préfinancer cette subvention, qu'elle ait l'argent avant qu'elle n'ait pu avoir à la dépenser. Ensuite, il faut un fonds de garantie. Pourquoi? Parce que, ok, la région peut donner 40%. L'entrepreneur aura 20%, mais il manque 40% à financer. En général, c'est les banques qui doivent financer ça. Mais les banques traînent des pieds, elles sont hésitantes parce que nous sommes dans un système où il y a un taux de sinistralité important. Eh bien, il faudra avoir un fonds de garantie en disant à la banque, nous, régions, ou nous, régions plus État, eh bien, nous nous engageons à garantir la somme que vous prêtez au cas où il y aura un sinistre. Et puis, il faut traiter deux éléments importants, à mon avis. Mais ceci sera soumis, bien évidemment, à la commission économique et sera soumis à l'approbation du président Chalus. Il faut qu'on s'intéresse aux entreprises en difficulté. Je discute avec l'État, avec la responsable de l'État concernant les entreprises en difficulté, Mme Valérie Paul, une dame très intéressante. Je discute notamment avec le directeur de la sécurité sociale, M. Yacour, et ces personnes-là sont en synergie avec notre façon de voir. Il y a des entreprises en difficulté aujourd'hui, et parfois, il y a des mots tabous tels que les plans de sauvegarde, elles n'osent pas y aller. Aujourd'hui, puisque nous sommes entre nous, M. Nalican, je peux vous le dire, M. l'Ancien, aujourd'hui, on peut associer de fait l'État au financement des entreprises en difficulté. Lorsqu'une entreprise est en plan de sauvegarde, au lieu de signer des bouts de moratoire de 3 mois, 6 mois avec la sécurité sociale, elle peut avoir un étalement sur 10 ans avec une remise totale des majorations et pénalités, une remise aussi du principal. C'est un outil puissant qui est sous-utilisé. Et en faisant ça, en 10 ans, parce que ça n'était pas encore permis jusqu'à il y a 2 ans, la région ne pouvait pas subventionner les entreprises en difficulté. Là, on va proposer à l'exécutif de pouvoir financer les entreprises Et là, en difficulté. c'est une je dirais, phase concrète enfin, du slogan, enfin, du changer d'avenir que vous proposez. Exactement. Considérer que l'entreprise en difficulté bénéficiera de subventions, ça permettra, puisque la région les aidera, de rassurer l'ensemble du monde économique, y compris les banques. Et puis, il y a un dernier point qu'on sous-estime souvent, ce sont les associations. Le monde associatif, je le vois bien en tant qu'expert comptable, est un monde extrêmement dynamique qui crée de l'emploi et de l'activité économique et souvent ils n'ont pas accès aux subventions pour créer leur activité économique. Je vais proposer à la collectivité régionale de pouvoir changer la délibération cadre qui permettra de financer les associations qui ont une activité économique et qui créent de l'emploi. C'est prévu aussi par le droit européen. Un exemple simple, la centrale de géothermie de Bouillante qui est en passe de changer d'actionnaire majoritaire. Du BRGM, on va passer à Ormat Technologies. La région accueille à bras ouverts les Américains dans un fleuron de l'industrie de la nouvelle. Bon, alors, imaginons aujourd'hui que cette station ait été sous-utilisée jusqu'à maintenant, sûrement pour des raisons politiciennes malheureuses. Elle a un potentiel important, y compris avec les habitants. S'il y a des investisseurs privés qui veulent s'y intéresser, nous sommes dans un monde libéral, hein, une économie libérale, et on ne peut pas empêcher l'investisseur crédible de pouvoir investir dans un bien où il considère qu'il va pouvoir en tirer des bénéfices. Ce que je constate, c'est qu'on va augmenter la capacité de production en énergie électrique de la Guadeloupe, on va embaucher des hommes et des femmes de la Guadeloupe, et donc ce qui est bon pour le développement économique de la Guadeloupe est bon pour les Guadeloupéens. Et la collectivité aussi bouillantaise pourra aussi tirer profit. Exactement. Voilà, donc c'est une bonne chose. Parlant d'un dossier qui vous intéresse au plus haut point, l'octroi de mer, vous dites que l'ancienne équipe a traité, je vous cite, à la légère ce dossier-là. Oui. Vous avez créé, la région a créé une commission ad hoc pour étudier les taux sur les produits. Vous en êtes où sur ces 12 000 produits? Oui, c'est ça, 12 800 produits. Oui, c'était traité avec légèreté des évolutions. Parce que la loi est passée depuis avril 2015. Martinique a voté son changement de taux en juillet, la Guyane en septembre. La région Guadeloupe en catimini. Ça n'est pas passé par une assemblée plénière, c'est passé par une commission permanente, a voté cela fin novembre 2015, en pleine période électorale. Et le pire, M. l'Ancien, M. Lanican, sans avoir consulté les organes qui sont au premier chef concernés. Par exemple, les MPI, pour les moyennes petites industries, par exemple le MEDEF pour les importateurs, la FTPE, la CGPME, ils n'ont pas été consultés. Et en plus, la région, l'exécutif régional, en cachette, a pris des solutions extrêmement négatives. Ils ont poussé les taux
sur les produits de catégorie A, B, C, c'est-à-dire maximum 10%, maximum 20%, maximum 30%, ils les ont poussés à leur maximum. Ce qui a eu pour conséquence quoi? De surenchérir le coût de la vie en Guadeloupe. C'était un risque fort. Et c'était pourquoi? Produits en PVC, des tuyaux en PVC de 10 à 20%. Pour protéger la production locale, le tuyau de PVC. Sauf qu'il y avait une entreprise qui produisait du tuyau de PVC, elle avait déjà arrêté sa production depuis, donc ça n'avait aucun sens d'augmenter les taux d'octroi sur les produits importés de tuyaux de PVC parce que ça renchérissait le coût du BTP, donc le coût, bref, de construction, le coût pour les consommateurs. Ça faisait exploser le bouclier prix négocié en 2009 par LKP. Les produits de première nécessité, eux aussi, subissaient des augmentations inconsidérées. La méthode maintenant est de remettre tout à plat et de pouvoir entamer une phase de concertation qui va durer 2 à 3 mois avec les partenaires pour pouvoir trouver des solutions optimales pour protéger la production locale et pour ne pas surenchérir le coût de la vie et protéger le budget de la région et des communes. Sur cette protection de la production locale, est-ce que les importateurs locaux qui vont bénéficier, pour certains, pas tous, de taux réduits, ne seront pas gagnants aussi avec les mesures d'exemption? Avoir d'un côté un taux réduit et des exemptions à côté. Oui, c'est possible, il faudra que l'on soit vigilant sur cela. Il s'agit, avec l'octroi de mer, de protéger la production locale quand elle existe. Mais quand elle n'existe pas, il s'agit aussi de ne pas surenchérir le coût des produits pour les consommateurs comme vous et moi qui allons en pâtir demain. Et il s'agit de ne pas obérer les finances de la région. Et les collectivités communales. Effectivement, qui touchent 70% de l'octroi de mer, ils touchent 170 millions et la commune et la région à peu près 50 millions. Ça veut dire que malgré tout, comme la loi a changé et que plus d'entreprises seront soumises au octroi de mer, jusqu'à maintenant, il y avait des entreprises de maximum de chiffre d'affaires de 550 000 euros qui étaient soumises au octroi de mer. Maintenant, dès qu'elles obtiennent 300 000 de chiffre d'affaires, elles sont soumises au octroi de mer. Donc ça fait 100 entreprises supplémentaires. Donc logiquement, le budget de la région ne sera pas touché par cela. Il reste encore très peu de temps. J'aimerais quand même, avant de vous terminer l'émission et de vous laisser partir au livre ancien, parler de Olivier Servat, pardon. Il peut en cacher un autre. Donc, des Causabiles, votre pouvoir politique est Causabiles. Vous n'êtes pas à la tête d'une collectivité, mais le résultat réalisé aux abîmes vous confère un certain poids politique, une influence non négligeable. Cela comptait inévitablement dans les discussions. Au lendemain des élections municipales aux abîmes, vous avez connu une forte hémorragie au sein des Causabiles. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, écoutez, M. Danicon, c'est de l'histoire ancienne. Hein, ça remonte à... On vous voit différemment aujourd'hui? Non, je n'ai pas changé. Peut-être ai-je mûri aussi. Je l'ai dit à l'époque, hein, ceux qui sont partis ont trahi la volonté exprimée par le peuple abymien. Et ça ne mérite pas le respect. Et quand on part pour 400 euros, c'est une démarche de court terme et qui n'engage pas le long terme. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne et puis chacun peut faire des erreurs. Nous sommes concentrés sur bien gérer la Guadeloupe pour mieux gérer les abîmes. Vous avez eu des départs, votre parti avez-vous eu des arrivées ou été renforcés? Est-ce qu'aujourd'hui, les Causabimes, c'est une force politique? C'est une force politique localement? Bon, ce n'est pas à moi de le dire, je laisse plutôt aux observateurs avertis le souhait de constater ou pas cela, mais ce que moi je constate, c'est qu'à notre dernier conseil politique, on en a chaque fin de mois, je n'ai jamais eu autant de personnes au conseil politique du mouvement Ecosabim. On était quasiment 150 personnes, et des personnes de tous bords, et effectivement des personnes nouvelles qui étaient d'autres sensibilités auparavant. Donc il semblerait qu'il y a une volonté peut-être d'évolution et le changement de gouvernance, mais ça, c'est en 2020. On a encore le temps. Vous êtes le leader de l'opposition aujourd'hui aux abîmes. Ce n'est pas à moi à affirmer cela. Le leadership se voit sur le terrain avec sa capacité à mobiliser, la capacité à convaincre la population. Je ne suis pas en mesure de dire ça, je laisserai ça. En tout cas, vous réaffirmez votre opposition envers les abîmes. Ah oui, par contre, ça, vous pouvez être sûr que le mouvement Ecosabim et Olivier Servat ne rejoindront jamais le maire des abîmes. Olivier Servat, ce sera le mot de la fin. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Politique Première revient lundi prochain. Christophe. D'accord, vous oui. connaissez l'invité? Non, justement. Vous savez tout Est-ce connaître. que vous le connaissez, vous? Oui. Ah bon? Non, on va le dire, Alors? On va pas le dire. Ah, je ne le dis pas, d'accord, c'est la surprise. Bon, très bien. Donc ça devrait être normalement à l'inflexion. Ok, très bien. Merci beaucoup, Olivier Servat, donc vice-président du Merci. Conseil régional en charge des affaires économiques.
Et Olivier l'Ancien, Claude Danican, vous revenez lundi. Demain, en lieu et place...